Plus tard dans cette vidéo, on parlera de notre sponsor CyberGhost VPN, mais d'abord les cailloux. C'est rien de moins qu'une révolution. C'est à elle qu'on doit tous les grands reliefs qu'on observe, de l'Himalaya, des Andes et des Alpes jusqu'à la fosse des Mariannes. On lui doit aussi la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Elle influence le niveau marin, le climat et on devrait peut-être même la remercier pour la vie sur Terre. Cette chose toute puissante, ce n'est pas ma maman, mais la tectonique des plaques. Et aussi cruciale soit-elle aujourd'hui, c'est pourtant une révolution assez récente dans l'histoire des sciences, puisqu'elle date à peine de la fin des années 60. Vos parents ou grands-parents ont connu cette révolution, qui est bien plus importante à mon avis que celle du droit de vote des femmes, ou de mai 68, ou de Nuit debout. Non, Nuit debout, ça reste au-dessus quand même. Dans ce nouvel épisode de Rock Trip, la série qui vous emmène à la rencontre de notre patrimoine géologique, on va retracer ensemble la naissance de cette théorie de la tectonique des plaques, tout en suivant un géologue qui parcourt les contrées pour en repérer les indices. Et vous verrez qu'ils sont à la fois gros comme une montagne et petits comme un minéral. Ginette. On est ici au massif de l'Hers, dans l'étang de l'Hers, qui est un endroit exceptionnel des Pyrénées. Et pour cette vidéo, j'accueille Paul, qui est un vieil ami, un ami, pas si vieux que ça quand même. Tu as beaucoup travaillé sur les Pyrénées. Qu'est-ce donc que ceci et pourquoi c'est si exceptionnel d'en trouver? Donc ici, comme tu l'as dit, on est à l'étang de l'Hers et le massif qu'on a derrière nous est constitué donc de l'herzolite. Alors l'herzolite, c'est le nom qui a été donné d'après cette localité-là. Ce massif a été décrit une première fois dans la fin du 18e. En fait, les gens se sont rendus compte que la roche qu'on avait ici, c'est une roche assez particulière qui n'a pas sa place, on va dire, à la surface de la Terre. Et c'est une roche qu'on retrouve en fait dans le manteau. Elle constitue en fait le manteau supérieur continental. Et donc c'est assez particulier d'avoir cette roche-là à la surface ici. Pour qu'on puisse fouler un bout de manteau terrestre aujourd'hui, vous comprendrez bien qu'il s'est passé un truc. Et ce truc s'appelle la tectonique des plaques. C'est une théorie selon laquelle un certain nombre de plaques rigides, formées de la croûte et d'une partie du manteau, qu'on appelle lithosphère, flottent sur une asténosphère plus molle. Comme des pièces de puzzle, ces plaques tectoniques bougent les unes par rapport aux autres, elles se chevauchent et se frottent comme ce mec bizarre à côté de vous dans le métro en heure de pointe. Au rythme de quelques centimètres par an, le déplacement de ces plaques façonne la surface terrestre. Ils dressent des montagnes, creusent des fosses océaniques, rassemblent ou fragmentent des terres, ce qui conditionne aussi l'évolution du vivant. Et en l'occurrence, la tectonique nous permet de voir ce qu'il y a loin sous nos pieds. Parce qu'on peut pas creuser jusqu'au manteau terrestre. Donc ce genre de cailloux qu'on retrouve parfois coincés dans les chaînes de montagne, c'est une chance unique pour les géologues de voir et de toucher le manteau. Il est donc constitué de cette roche verdâtre, la péridotite, dont on a ici un type bien précis, la lherzolite. Et je sens que vous rêvez de voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a les grenats là. Je sais pas si c'est spinel ou grenat, mais c'est l'un ou l'autre. Incroyable. C'est mouillé. Ah ouais, c'est magnifique. La lherzolite, c'est une roche donc, qui est composée principalement d'olivine, donc olivine et pyroxène. Et dans ce massif-là a été décrit en plus quelques grenats, des spinels. C'est vraiment une roche qui est, une composition minéralogique qui est caractéristique des roches de manteau. Donc sous nos pieds, en fait, c'est pas du tout un océan de magma, il y a plutôt ce genre de truc. Effectivement. Si on creuse, il va rien se passer, on va tomber sur des roches qui vont être une composition différente, une rhéologie différente, donc qui vont se déformer de manière un peu différente des roches de surface. Mais non, on n'a pas un poche de magma. Et voilà, dès le début de la vidéo, on a déjà détruit un de vos rêves. Et pour comprendre pourquoi diable le manteau s'offre ici à nous sans aucune pudeur, il faut d'abord que je vous emmène au fond des océans. Accrochez-vous, c'est un petit détour, vous allez comprendre pourquoi. Cette grande ride que vous voyez sur le front de l'Atlantique, c'est une chaîne de volcans sous-marins. Mais pas n'importe laquelle, c'est une dorsale océanique. C'est là que les plaques tectoniques se créent, là que le magma remonte depuis le manteau terrestre et refroidit au contact de l'eau et de l'atmosphère. Puis ça pousse, ça tire, et c'est ainsi que le parterre océanique se forme de part et d'autre de ces dorsales. C'est ce qu'on appellera plus tard le tapis roulant. On aurait pu l'appeler la chaise, le bilboquet, le lampadaire ou Jean-Baptiste, mais non, c'est le tapis roulant. Ces dorsales, c'est une limite divergente. C'est l'un des 3 types de limites qui bordent nos plaques tectoniques. Et parfois, les forces s'inversent et ce que la Terre étire, elle finit par le comprimer. Elle joue littéralement de l'accordéon avec ses continents. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des bouts de parterre océanique dans certaines chaînes de montagnes, comme dans les Alpes, formées lors de la rencontre entre la plaque africaine et la plaque eurasienne. C'est les célèbres ophiolites du Chenaillet, dont vous avez peut-être entendu parler au lycée. Mais pourquoi diable vous parlez-je des Alpes alors qu'on est dans les Pyrénées? Parce qu'ici, on a une version junior du même phénomène. La croûte a commencé à s'étirer, sauf qu'on n'est pas allé jusqu'à la séparation d'un continent en 2 plaques, donc pas jusqu'à la formation d'une dorsale ni d'un océan. Mais quand même, la croûte s'est complètement ouverte en 2, telle la mer devant Moïse. Donc dans l'histoire des Pyrénées, il y a eu un mouvement extensif tel que ça a complètement ouvert la croûte jusqu'à faire sortir le manteau. Exactement. C'est impressionnant. Exactement. On parle d'hyperextension de la marge européenne. Et bah voilà.
Ça c'est fait. M'en fous, je vais continuer. Plus tard, les forces s'inversent, le fameux accordéon. Par ici, on troque l'extension contre la compression, deuxième limite de plaque, convergente cette fois. En comprimant ces roches, on gagne en hauteur, comme quand je rentre le ventre, ça me fait gagner 10 cm. J'atteins alors le mètre 25. Et durant la phase compressive, tous ces bassins ont été resserrés et ces roches ont été ramenées vers la surface. Ce sont différents mécanismes qui ont permis donc de refermer tous ces bassins extensifs et de charrier en fait tout le matériel qui était au centre sur la marge. Nos deux morceaux de plaque, autrefois séparés, se font un gros bisou, ils sont réconciliés et voilà comment ces bouts de manteau se retrouvent coincés dans les dents des Pyrénées. Et c'est effectivement ce qu'on voit généralement aux limites convergentes de plaques, la formation de chaînes de montagne qu'on peut appeler orogénèse si on veut se la péter. Un géologue ne parlera pas de chaîne de montagne d'ailleurs, mais d'orogène. Bah oui, moins on a de trucs intelligents à dire, plus on invente des mots qui font savant. Regardez les sociologues. Pour ceux qui se demandent, le troisième et dernier type de limite de plaque, c'est la limite transformante, quand deux plaques coulissent le long d'une faille. Donc, vous êtes vraiment des gens très sales. Donc, divergente, les dorsales, convergente, collision et subduction, on y reviendra, et transformante quand ça coulisse, comme la faille de San Andreas, la préférée des joueurs de GTA. Et si au début je vous ai parlé de dorsales, c'est pas par hasard. C'est bien fait. Parce que ces mêmes dorsales, qu'elles soient océaniques comme là ou plus rarement terrestres comme en Islande, ces mêmes dorsales actuelles intéressent de près les géologues. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, des études offshore, qui ont été faites pour imager vraiment cette transition-là. Donc on parle en fait de transition entre le domaine continental et le domaine océanique. Et le long de cette zone de transition-là, on vient retrouver comme ça du manteau. Et c'est ça ce qui a permis de ce regain d'intérêt et de mieux comprendre ce massif qu'on a derrière nous. C'est en fait toutes les études qui ont été faites sur des analogues, sur d'autres marges passives, qui ont permis de se dire, on sait comment ça fonctionne à l'état actuel. On va pouvoir maintenant réinterpréter ce qu'on connaît des Pyrénées pour venir rajouter en fait des nouvelles connaissances et donc améliorer un petit peu notre compréhension du système. Tu veux me montrer des choses? Voilà. On a les micros là si tu veux. Bien l'altération. T'es content? Je suis très content. Ouais. Tout ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui sur la tectonique. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un bout de chemin à faire. Et quand j'ai un bout de chemin à faire, je pars toujours avec CyberGhost VPN, mon allié cybersécurité. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Ce petit fantôme virtuel veille à sécuriser votre navigation sur l'internet. CyberGhost, c'est un réseau virtuel qui vous permet de protéger votre vie privée en masquant votre adresse IP, tout en chiffrant vos données et redirigeant l'intégralité de votre trafic internet via leur serveur sécurisé. En vous géolocalisant dans d'autres pays, il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 40 services de streaming, comme les catalogues Netflix, Amazon Prime et Disney+, pour que vous puissiez obtenir jusqu'à 50% de contenu en plus. Il vous permet aussi de bénéficier des tarifs préférentiels disponibles dans certains pays qui ne sont pas le vôtre, y compris pour vos réservations de voyage et d'hébergement. Il fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS et même sur vos télés intelligentes et vos consoles. Un seul abonnement vous permet de protéger 7 appareils simultanément. Vous pouvez ainsi en faire bénéficier tous vos amis. C'est ce que j'ai fait, après ça j'ai encore 6 accès disponibles. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Et si vous vous sentez seul, vous pourrez également papoter avec le service client en français qui est là pour vous 24 jours sur 24 et 7 heures sur 7. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, y compris moi, dites donc, ça tombe vachement bien. Et grâce à mon lien en description, offrez-vous un abonnement au prix indécent de trop. Et grâce à mon lien en description, offrez-vous un abonnement au prix indécent de 2,03€ par mois avec 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et avec leur garantie satisfait ou remboursé, vous disposez de 45 jours pour changer d'avis. Alors n'hésitez plus, rejoignez la grande famille des fantômes du net. Reprenons. Jusqu'au XXe siècle, les scientifiques croient plutôt que la Terre a toujours été telle qu'elle est aujourd'hui. C'est l'uniformitarisme, porté haut et fort par Charles Lyell, le bro de Darwin. Mais certaines personnes osent émettre des doutes. L'explorateur géographe Humboldt, par exemple, qui, au début du 19e, trouve d'étranges similitudes entre les continents. Similitudes, ouais. D'abord, les côtes africaines et sud-américaines ont l'air de s'emboîter quasi parfaitement, mais en plus, leurs chaînes de montagnes et leurs bassins ont l'air de correspondre aussi pas mal. Grisé par sa découverte, il va plus loin encore et étend ce principe de puzzle à l'Amérique du Nord et l'Europe. La conclusion est alors évidente, l'Atlantique n'est qu'une vallée remplie par le déluge.
Il était si près. Il y a aussi Dana, à la fin du 19e, qui pendant que le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine, suppose que la Terre était à l'origine une boule de magma, pour l'instant ça part bien, et qu'elle se refroidirait tout doucement depuis sa création. Toujours bon. Et ce faisant, la planète se contracterait comme une vieille pomme qui se fripe, d'où les montagnes et les bassins. Peut-être que dans un siècle, la géologie d'aujourd'hui fera le même effet, mais c'est dur. Heureusement qu'en 1908, un géologue du doux nom de Frank Bursley Taylor a supposé « Et si ça se trouve, les continents, ils bougent ?» Mais il n'a pas dû parler assez fort parce que personne l'a entendu. Voilà donc le stade évolutif racaillou de la tectonique, et encore je vous ai épargné Aristote qui disait « Des fois, là où c'est mouillé, ça a été sec », pour parler du caractère non immuable des mers et des montagnes. Mais ça, c'était avant Wegener, le gravalanche de la tectonique. Alfred Wegener, un scientifique allemand que pour la science surnomme tout bonnement le Darwin de la géologie. Étant moi-même le Darwin de la sculpture sur Saint-Doux, je ne peux qu'approuver. Contrairement à ses confrères, Wegener ne croyait pas à cette histoire de pommes fripées. Si c'était un vieux fruit, les chaînes de montagne auraient dû être réparties uniformément à sa surface et avoir toutes le même âge, ce qui n'est pas le cas. Dès 1912 et plus tard dans son Die Entwicklung den Kontinente und Ozean, la jeunesse des continents et des océans, il expose sa théorie de la dérive des continents. Avant lui, on n'imaginait que des mouvements verticaux à la surface du globe. Son idée radicale, c'est que les terres bougent aussi horizontalement. Il avance que dans le passé, un supercontinent qu'il baptise Pangée, ce qui signifie toutes les terres, ça spoil un peu la suite, ce supercontinent donc regroupait tous les continents actuels. Un beau jour, la Pangée se serait fragmentée et les morceaux auraient dérivé depuis à la surface de la Terre, tels des icebergs. Mais la différence avec Taylor Swift, c'est que ce bouc avait une flopée d'arguments pour étayer son hypothèse audacieuse. D'abord, il reprend les arguments de Humboldt et d'autres après lui de la ressemblance géographique entre les continents et leurs côtes qui s'emboîtent presque parfaitement. Il écrit « Tout se passe comme si nous devions rassembler les morceaux déchirés d'un journal sur la seule base de leurs contours pour vérifier ensuite seulement que les lignes imprimées se raccordent correctement. Si tel est bien le cas, il ne reste plus qu'à conclure que les morceaux étaient en effet disposés ainsi. » Il fait aussi appel à la paléontologie. On retrouve les mêmes espèces fossiles sur des continents aujourd'hui séparés et pareil pour des espèces actuelles. À l'époque, on imagine parfois des ponts temporaires qui auraient relié ces terres, mais pour Wegener, ce sont les terres elles-mêmes qui ont bougé. Autre argument, lié au climat cette fois, on retrouve des sédiments glaciaires du même âge à la fois en Amérique du Sud, en Afrique australe, en Inde et en Australie, alors qu'en même temps se formaient des dépôts tropicaux comme du charbon et des évaporites dans l'hémisphère nord. Soit un hémisphère était sous climat tropical et l'autre était sous climat polaire, ce qui est peu probable, soit les continents ont bougé depuis et les premiers se gelaient les miches près du pôle sud, tandis que les seconds se doraient la pilule autour de l'équateur. Mais non content de son exposé béton, Wegener a trop pris la confiance et il a cherché le moteur à cette dérive des continents. Moi j'aime bien son explication. Il attribue cette valse des continents à la rotation de la Terre. L'action des marées aurait ralenti la rotation et donc entraîné les continents vers l'ouest, dans le sens inverse de la rotation de la Terre. C'est mignon, non? Mais bon, lui-même n'était pas très sûr de lui parce qu'il admet que le Newton de la théorie de la dérive n'a pas encore vu le jour. Alors que le Darwin, lui, l'idée était bonne, mais il s'est un peu emballé, comme quand il essaye de calculer des vitesses de déplacement de continents et qui tombe sur 36 mètres par an. On dirait moi qui fais des maths. Bref, il en a guère fallu plus à la communauté scientifique pour discréditer sa théorie tout de go, en se basant uniquement sur ces quelques erreurs. L'un de ses détracteurs, notamment, calcule qu'une telle force de marée aurait suffi à arrêter la rotation de la Terre en moins d'1 an. Faut dire aussi que Wegener n'était pas géologue, il était météorologue, glaciologue, astronome de formation et explorateur, et là il se pointe avec une théorie du tout qui unifie la paléontologie, la géophysique et la paléoclimatologie, non, là c'en est trop. Mais finalement, quand on regarde bien, les haters ont jamais réussi à réfuter la dérive des continents en elle-même, juste l'hypothèse un peu très bancale sur son moteur. Mais bon, avec la Première Guerre mondiale et la suite, c'était pas forcément le meilleur moment pour repenser tout ce qu'on sait en sciences. Malheureusement, Wegener n'assistera pas au devenir de sa théorie puisqu'il est mort en 1930 lors d'une expédition polaire. Mais même si à l'époque la mode est à une terre immuable à la géographie figée, quelques irréductibles mobilistes défendent sa théorie et vont même en profiter pour la développer. Mais avant, revenons à des choses très concrètes, du fromage, du jambon, parce que là, je vous ai parlé de grands concepts, vous devez vous dire que la tectonique c'est bien mignon, mais c'est pas un truc qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut lécher. Eh bien, comme disait un grand philosophe, faux, parce que c'est à elle qu'on doit la plupart des trucs un peu spectaculaires. Même si les plaques bougent très lentement, leur limite fonctionne par à-coups. La contrainte va s'accumuler pendant longtemps, et puis paf, elle se libère brutalement en quelques secondes. À notre échelle, ça s'exprime sous forme de séismes parfois très violents. Ils peuvent s'accompagner de glissements de terrain ou de tsunamis, et la tectonique alimente aussi l'activité volcanique aux limites de plaques, c'est-à-dire au dorsal et dans les zones de subduction. Mais elle engendre aussi plein d'autres trucs très cool qui s'observent dans un paysage et qui sont d'ailleurs autant d'indices pour reconstituer l'histoire de ce paysage. Et ça tombe bien parce que c'est justement la spécialité de Paul. Il est géologue structuraliste. Et pour nous montrer en quoi ces enquêtes consistent, Paul nous emmène en Espagne sur un de ses sites préférés.
Dans la suite des indices qu'on a, qu'il y a des mouvements tectoniques à la surface de la Terre, donc là on est sur le versant sud des Pyrénées. Tu voulais qu'on vienne là pour voir ceci. C'est quoi ceci? Alors ceci, c'est un empilement d'unités qui ont été déformées par la phase pyrénéenne. Donc ce qu'on voit en face de nous ici, ce sont donc différentes unités de carbonate, ce qu'on appelle les calcaires de Guara ici, donc on est à l'Éocène. Et donc ces calcaires se sont mis en place sur une plateforme au sud du futur orogène pyrénéen. Et donc ce qui est remarquable ici, c'est que ces différentes unités-là, en fait, on les voit clairement très déformées. On voit ici un empilement donc de 1, 2, 3 écailles. Il y en a plus encore qu'on ne voit pas. Et ici, on voit très bien donc, qu'elles se chevauchent les unes les autres. Et donc il faut imaginer en fait une faille qui passe à la base de chaque écaille, qui vient comme ça donc les empiler progressivement les unes sur les autres. Donc ça, c'est clairement une preuve qu'on a des forces tectoniques ici qui viennent déformer les roches. Alors les forces tectoniques ici, c'est quoi? C'est tout simplement donc l'orogène pyrénéen qui se met en place par le rapprochement de l'Europe et de l'Ibérie, et donc qui vient générer donc des poussées sur les roches qui viennent donc se déformer, s'empiler comme ça sur le versant sud. Alors on voit que ces unités, elles sont légèrement maintenant déversées vers le sud. Alors ça, c'est simplement dû que une fois que ces unités sont mises en place, l'orogène continue à se construire et continue à se soulever, donc progressivement les unités ont ensuite un petit peu basculé vers le sud. On va aller voir de plus près? Allons-y. Allez, en route. Donc là, on voit la charnière de plus près. Exactement. Donc là, on s'est rapproché un petit peu. On a une belle vue ici sur le cœur du pli. Cette unité-là, donc, elle s'est déplacée vers le sud. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on en a d'autres au-dessus. Et donc, si tu suis maintenant les niveaux, là, tu as un niveau un petit peu plus sombre sur la partie supérieure de cette unité carbonatée qu'on peut suivre là jusqu'à l'extrémité nord. Et on voit qu'elle se rebrousse, elle se reverticalise. Ah oui. Et ça, en fait, c'est à connecter à l'unité qu'on voyait au-dessus, qu'on devine plus haut. Ok. Donc ça a glissé, whoop. Donc c'est-à-dire que cette première unité s'est mise en place, et ensuite encore une autre au-dessus, encore une autre qu'on voyait tout à l'heure, et donc tout ça vient chevaucher. Donc là, nous-mêmes, on est sur une autre unité de cet ensemble ici carbonaté Guara. Donc on a vraiment cet empilement qui s'est mis en place lié à la compression pyrénéenne. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est la quartzite, c'est ça? Et donc, exactement, ce qu'on a pile en face de nous, donc c'est la quartzite, donc on pourra aller voir un petit peu plus loin. Et donc cette quartzite, stratigraphiquement, on est sous les calcaires Guara. Donc les quartzites sont plus vieilles que les carbonates. Donc la faille ici, donc on a sous cette unité, on la suit là-bas, on va dans le petit vallon, et ensuite on voit qu'on la retrouve de l'autre côté, sur le flanc ouest. Et nous, maintenant, on va aller continuer pour aller toucher cette faille. Ah ouais. En route. T'as vu là? C'est un demi-sapin, c'est un sap. On va peut-être trouver le 1 plus loin. Ma qu'il est beau! Donc là, on est face à la faille. Donc voilà, là on a vraiment atteint la faille qu'on voyait dans le paysage, qui est à la base de l'unité qu'on regardait précédemment. Donc voir le contact entre ici, donc au-dessus de la faille, donc dans le toit de la faille, les grès quartzitiques du Marboré, et au mur de la faille, donc dessous, on a l'unité carbonatée, donc de Guara. Donc là on est sur l'unité donc quartzitique, qui stratigraphiquement ici, en fait, est plus ancienne que les carbonates. Elle est plus ancienne, mais elle est arrivée au-dessus. Elle a dû faire au-dessus, c'est ça. Grâce à la faille. Grâce à la faille. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait on a tellement un gros contraste de compétences entre les deux unités qu'on a en fait ici toute la déformation qui est très localisée. On va avoir la zone de faille elle-même qui est
assez restreinte, hein. On voit c'est uniquement une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et ensuite, dans les carbonates, on voit qu'on a une borne qui fait à peu près 1 mètre, un petit mètre d'épaisseur ici, où on va accommoder de la déformation plus ou moins ductile. Et ce qu'on ne retrouve pas du tout par contre dans l'unité du dessus. Elle est très compétente et c'est Très pour compétente, ça veut dire très solide. Très solide, Ouais, exactement. ça ne déforme pas. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait ici la déformation elle va s'accommoder uniquement dans l'unité qui est au mur de la faille, dans les carbonates. Et la quartzite, tu as coupé un petit bout tout à l'heure avec ton marteau pour qu'on voit l'intérieur, sans altération. Ouais. Donc voilà, donc là on est vraiment sur la roche, donc la roche sèche, sur une cassure fraîche, avec effectivement la patine qui se marque bien là. Donc là on voit que voilà, cette roche, elle fait une belle rayure sur le marteau. Donc une roche qui raille le marteau, c'est une roche qui contient de la silice, parce que la silice est plus dure que le fer. Donc on voit que cette roche effectivement très recristallisée. Donc on peut dire que j'ai enfin trouvé ta faille, Paul. T'as enfin trouvé la faille. Ouais. Je savais que t'en avais une. C'est une faille qui est supposée être imperméable. Supposé imperméable, Ouais. ça veut dire quoi? Que si par exemple tu as des fluides qui migrent dans les carbonates, ils vont se retrouver bloqués par la faille. Ok. C'est très poreux les carbonates, donc tu peux avoir des fluides qui peuvent être de l'eau, ça peut être des hydrocarbures. Il faut savoir que cet endroit-là était beaucoup étudié en fait pour les hydrocarbures à l'époque. Un peu plus au sud, c'est un des seuls champs gaziers qui a été gazier ou pétrolier, je me souviens plus, qui a été mis en exploitation sur le versant sud des Pyrénées. Waouh, ok. Et donc si par exemple tu as des fluides qui migrent dans la roche, en fait là ils peuvent se retrouver bloqués ici par cette faille-là. Donc ça va s'accumuler. Ici, ton réservoir va être dans les carbonates. Ok. Donc là, si on creuse, il y a du pétrole. Non, mais une grande partie de toute façon de l'exploration géologie, c'est dû au pétrole. C'est là qu'il y a le flouze. Malheureusement. On a croisé des randonneurs. Ils nous ont dit « Vous filmez quoi? Vous filmez quoi ?» On a dit des cailloux et du coup ils se sont foutus de notre gueule. On peut le ramener, Di. Donc tu vois Valentine, c'est une zone qui a été assez étudiée. On a pas mal de petits trous comme ça qu'on retrouve un peu partout sur la roche. Ça en fait sont des scientifiques qui sont venus prélever la roche avec une petite carotteuse. C'est une petite perceuse qui vient prélever ici la roche. Ils récupèrent des petits morceaux. Donc ils ont fait à plusieurs endroits, on en retrouve un petit peu partout. Et ça ensuite derrière ils font des analyses. Je pense qu'ici c'était pour du paléomag. Donc ça permet de repositionner la position de cette unité-là au cours du temps. Ok. C'est pas pour faire jaillir le pétrole, du coup? Non, c'est pas pour Je suis un peu déçue. Ah, le paléomagnétisme, très important. Lorsque les roches se forment, leurs minéraux magnétiques s'orientent comme une boussole suivant le champ magnétique de la Terre. Cette boussole reste ensuite figée à jamais. Le caillou garde donc en mémoire la direction du champ magnétique terrestre au moment de sa formation. Et ça peut nous indiquer où il était. Le paléomagnétisme a été étudié dès les années 50. En Amérique du Nord, un chercheur a mesuré le champ magnétique fossile de roches de plus en plus vieilles. L'écart au champ magnétique actuel y était de plus en plus grand. Mais si on rapprochait les continents en supprimant l'Atlantique Nord, voilà-t-il pas que la boussole des roches les plus vieilles s'alignait avec le champ actuel, comme si c'était leur position au moment où elles se sont formées, dites donc. C'est la fin de notre histoire, vous pensez? Eh bah pas vraiment, puisque la communauté scientifique était un peu sceptique. Le paléomagnétisme, c'est nouveau, les mesures sont très délicates, on peut vite se tromper et dire n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, mettons ça de côté, et reprenons, mais avec des palmes. Je vous avais laissé à Wegener et sa dérive des continents, toujours ridiculisée par la communauté scientifique. Pour une seule raison, il manquait le moteur de cette valse des continents. Eh bien, figurez-vous que la clé de l'énigme gisait dans le domaine le plus mal connu du globe, les océans. D'après Xavier Le Pichon, un géologue qui intervient plus loin dans notre histoire, c'est au milieu des années 50 que la vue fixiste de la Terre, toujours prédominante, a commencé à craquer partout au niveau des coutures. Tout le paradigme s'effondrait. Les prémices de son successeur avaient commencé à apparaître. Car c'est à ce moment-là que commencent les grandes expéditions océanographiques. On y découvre que la croûte océanique n'est pas composée des mêmes roches que les continents, elle est aussi plus fine et plus jeune, puisqu'elle a au maximum 200 millions d'années, ce qui correspond à la dislocation de la Pangée, soit dit en passant. Donc ça colle pas avec la théorie fixiste, sinon les océans et les continents auraient le même âge. Grâce à ces expéditions, deux chercheurs américains, Bruce Heason et Murray Thorpe, dressent l'emblématique carte des fonds marins. En 1952, Murray Thorpe découvre aussi que les dorsales sont en fait systématiquement situé au fond d'une vallée qu'on appelle un rift, comme si on avait affiné la croûte à cet endroit comme un vieux Lille.
Après avoir d'abord rejeté les conclusions de sa collègue, qu'il qualifie de « truc de fille », c'est une vraie histoire, tout en oubliant pendant plusieurs années de la mentionner comme co-auteur de ses papiers, Eason finit par réfléchir 2 secondes et se dit « Imaginez si on avait une bande dessinée devant nos yeux. Case 1, le rift est-africain, les continents se déchirent. Case 2, la mer Rouge, un bassin de basalte rempli d'eau entre nos 2 continents déchirés. Case 3, un océan avec une dorsale au milieu. Voilà la BD de la formation des océans. » Quand il présente ses travaux à Princeton en 1957, un de ses confrères s'écrie « Jeune homme, tu viens d'ébranler les fondements de la géologie. » J'imagine qu'il avait une barbe. Ce confrère, c'était le géologue américain Harry Hess. Et cette BD, c'était la pièce manquante de son modèle, celui qui sauvera la théorie de la dérive des continents. Mais comme il restait prudent après l'accueil mitigé des idées de Wegener, il appelle son papier un essai de géopoésie. Publié en 1962, c'est là qu'il expose son modèle de l'expansion océanique. Pour lui, le plancher océanique est en renouvellement constant. La dorsale est une fissure dans la croûte par laquelle le magma issu du manteau remonte en surface et forme la nouvelle croûte océanique, à base donc de roches volcaniques, poussant par conséquent la précédente un peu plus loin. Ce faisant, les reliefs sur les fonds marins seraient entraînés avec, comme sur un tapis roulant. Et donc, le fond des océans doit se déplacer de façon rigide, avec la croûte solidaire de la partie supérieure du manteau, parce que plus froide, ce qu'on appellera plus tard une plaque tectonique. Mais si ça expand d'un côté, est-ce que ça veut dire que la Terre gonfle progressivement? Certains le pensent à l'époque, donc rigolez pas, mais pour Hess, ce n'est pas le cas. Qui dit entrée d'un côté dit forcément sortie de l'autre. Il choisit les fosses océaniques pour faire mourir sa vieille croûte dans ce qu'on appellera les zones de subduction. On découvre à peu près en même temps d'ailleurs, tout ça va très vite. Audacieux, cet essai de géopoésie met un tournant décisif dans notre histoire. Enfin, Hess trouve une explication plausible à la dérive des continents. À la différence près que pour Wegener, ce sont les continents qui conduisent cette valse. Pour Hess, ce sont les océans. Les continents sont simplement incorporés dans la lithosphère comme des bouts de bois dans la banquise et entraînés passivement au gré des ouvertures et fermetures des océans. Et cette hypothèse sera confirmée plus tard grâce au paléomagnétisme, le retour de la vengeance. Parce que dans le même temps, un fait étrange interloque les scientifiques. On a observé que les fonds océaniques sont zébrés de bandes symétriques de part et d'autre des dorsales. Ces zébrures ne se voient pas à l'œil nu, mais avec un magnétomètre. Et grâce au modèle de l'expansion océanique, on peut enfin les expliquer. Sur la dorsale même, les basaltes enregistrent le champ magnétique actuel de la Terre, et plus on s'éloigne de part et d'autre de l'aride, plus les roches sont vieilles, et donc plus elles ont la mémoire d'un champ magnétique ancien. Et ces zébrures alors, elles correspondent aux inversions du champ magnétique terrestre, quand à plusieurs reprises au cours de son histoire, le pôle Nord est brutalement passé au sud et réciproquement. Des inversions qui ont donc été enregistrées au fur et à mesure de la formation du plancher océanique. Cette histoire d'inversion des pôles, je précise que si c'est bien établi aujourd'hui, c'était pas prouvé à l'époque. Ce cas-là, c'est même la meilleure preuve qu'on en avait. Je trouve ça un peu hardi d'essayer de prouver un truc hypothétique avec un autre truc encore plus hypothétique, mais j'ai sans doute pas tout bien compris. En tout cas, ça sent bon pour notre double tapis roulant. Tapis qui sera confirmé une bonne fois pour toutes, juste après. Dès la fin des années 60, débarque le Glomar Challenger, le premier navire spécialisé dans les forages océaniques. Il perfore la croûte un peu partout dans l'Atlantique et on observe qu'effectivement, plus les forages s'éloignent de la dorsale, plus le plancher est ancien et plus la couche de sédiments qu'il recouvre est épaisse. C'est confirmé, l'hypothèse du tapis roulant est validée. Il reste plus grand chose pour la lier à la dérive des continents et enfin faire naître la théorie de la tectonique des plaques. Mais ce qu'on ignorait encore, c'est le fameux moteur de cette tectonique. Qu'est-ce qui pousse les océans à s'expandre ainsi en toute impunité? Réponse plus tard, parce que Paul vient de trouver une de mes curiosités fétiches, des dominos de calcite. On a ici toute cette petite marche de calcite, ici, blanchâtre. Et en fait, ce sont des évidences de déformation. Il faut imaginer ici qu'on est au niveau d'une faille. On a l'autre côté de la faille par-dessus. Et dans la faille circulent des fluides. Et ces fluides peuvent cristalliser. Et ici, ils cristallisent en calcite. Et une fois que la faille bouge, eh bien, ces blocs de calcite vont se rompre. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde statistiquement l'ensemble de ces blocs-là, on voit en fait qu'ils indiquent tous la même direction. Ils forment tous une marche d'escalier, ici. Et donc si on imagine le bloc qu'il y avait au-dessus, de l'autre côté de la faille, eh bien pour pouvoir avoir cette géométrie-là, il faut forcément que le bloc du dessus il soit parti dans cette direction. Tu vois, là ça ne peut pas passer. Donc ça c'est un marqueur cinématique intéressant quand on étudie des fly à l'affleurement. Là ça ne veut rien dire parce que le bloc est complètement désorienté, mais quand tu es à l'affleurement, ben là clairement tu peux donner une cinématique sur cette faille. Quand on voit des paysages comme ça, on se demande pourquoi. Pourquoi la méchanceté? Pourquoi le racisme? Pourquoi le handicap? Pourquoi le point Génius? Moi je dis aimons-nous les uns les autres.
et surtout les uns. Des foraminifères. Des foraminifères si gros que ça? Là, tu en as une en tranche. Tu vois la coupe. Ouais. Et tu la vois bien, celle-là, ici. Là, tu vois un peu la spirale. Waouh, incroyable. Je sais pas vous, moi ça me fascine que des géologues puissent se balader, voir un domino de calcite, un pli, une faille, et qu'ils arrivent à mettre toutes ces pièces de puzzle ensemble pour finalement reconstituer ce que le paysage a vécu, comment il s'est formé et transformé. Ce que fait Paul ici, ça fait des siècles que les géologues font ça, mais maintenant ils ont en plus un cadre plus large pour replacer leurs découvertes. C'est comme si d'un coup ils chaussaient des lunettes rétrécissantes qui leur permettaient de voir sur des millions d'années et à l'échelle du monde entier. Alors comme ça me démangeait un peu, j'ai demandé à Paul ce qu'il voyait quand il enfilait ses lunettes. Si on récapitule l'histoire des Pyrénées, ça donne quoi? Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu d'abord un épisode extensif avec donc la mise en place de ces lherzolites dans ces bassins qui sont maintenant les bassins nord-pyrénéens. Donc cet épisode-là, c'était au Crétacé inférieur. Ensuite, le contexte géodynamique change avec donc l'océan Atlantique qui continue à s'ouvrir, donc il se propage vers le nord. Et donc on a tout le domaine ibérique qui vient progressivement dériver plus vers l'est, s'aligner avec sa position qu'il a actuellement. Et ensuite, avec la remontée de l'Afrique, on a une convergence Europe-Ibérie qui se met en place. À partir de 84 millions d'années, on a vraiment de la convergence pyrénéenne qui se met en place. Et cette convergence, donc, elle va finir par mettre en place donc, l'édifice pyrénéen, donc on a juste derrière nous, qui commence dès 84 millions d'années et qui s'est continué ensuite sur des âges un peu plus récents, on va dire jusqu'au Miocène pour les éléments plus tardifs. Le paroxysme ici, il est Éocène, et vraiment toute la construction qu'on voit derrière nous, elle se met en place. Voilà, on a les sédiments Éocènes qu'on voit derrière, et après, on a vraiment toute la construction de notre édifice qui se met en place, avec donc, cet empilement d'unités vers le sud, et voilà, tout le reste de la chaîne axiale. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce qu'une montagne, quand on la descend, ça devient une descendagne? Ce serait, je pense, un bon sujet d'étude. Ouais. Faudrait y réfléchir. Si tu veux refaire une thèse? Ouais, on verra. Notre histoire reprend. Après la validation de l'hypothèse d'expansion des océans, un fameux géologue, Vagh-Sozine Mitterrand, va formaliser le bazar. Tuzo Wilson annonce avoir découvert un nouveau concept, les failles transformantes, celles qui coulissent. On a maintenant nos 3 limites de plaques, alors il en profite pour découper la surface de la Terre en une mosaïque de plaques lithosphériques rigides, en mouvement les unes par rapport aux autres sur une asténosphère molle. Maintenant, on a les plaques, on sait que le paléomagnétisme peut nous aider à repositionner les continents dans le temps. Eh ben, y a plus qu'à. C'est d'ailleurs à un Français, Xavier Le Pichon, dont on parlait tantôt, qu'on doit le premier modèle cinématique global des plaques tectoniques. Il remonte les 120 derniers millions d'années et montre notamment que les mouvements d'une plaque dépendent nécessairement des autres plaques. Par exemple, l'Atlantique ne peut s'agrandir que parce que le Pacifique rétrécit. C'est logique. Mais fallait y penser. À l'époque, il se base sur 6 plaques seulement à cause de limitations techniques. Aujourd'hui, on utilise plutôt un modèle à 12 ou 15 plaques principales, mais je vous rassure, ça fait encore débat. Il y a plein de micro-plaques dans tous les sens, comme notre fameuse plaque Ibérie. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il a dû trouver un point fixe pour évaluer le mouvement de toutes ces plaques. Vous savez ce qu'il a utilisé comme référentiel ? Les points chauds. Des volcans comme à Hawaï ou La Réunion qui ne dépendent pas de la tectonique. Ils sont en fait issus d'un épanchement de magma échappé de l'interface entre le manteau et le noyau terrestre très profond. D'ici, on a l'impression que ces points chauds bougent parce qu'ils forment des traînées, sauf que eux sont fixes, c'est tout le reste qui se déplace. Voilà, donc ça c'était le référentiel pris par Xavier Le Pichon, je trouve ça un peu malin. On a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de la théorie fixiste quand d'autres chercheurs réussissent à expliquer la sismicité sur tout le globe grâce à la tectonique des plaques. Les séismes suivent les limites de plaques parce que c'est là où ça frotte. Les scientifiques commencent désormais à être salement convaincus, si Wegener avait pu voir ça. Parce que désormais, on connaissait le moteur de cette tectonique, celui qu'il n'avait pas réussi à trouver. Et ce moteur, c'est la convection mantélique. Imaginez une casserole d'eau qui bout. Vous voyez des formes apparaître, l'eau chaude monte au centre, elle se refroidit au contact de l'air, repart en périphérie de la casserole et plus froide et plus dense, replonge vers le centre. Ça,
c'est vraiment toi. Ça, c'est une cellule de convection. Et c'est aussi ce qui se passe dans le manteau. Alors bien sûr, certains en avaient eu l'intuition, comme le néerlandais phlegmatique Wenning Mayonnaise ou l'anglais Arthur Holmes, qui est aussi le Darwin de la datation absolue. On l'a évoqué dans la vidéo sur le zircon. Il avait supputé que la convection mantélique permettait à notre planète d'évacuer sa chaleur résiduelle. Sauf que ce gros bêta a dessiné son schéma à l'envers. On sait maintenant que les mouvements convectifs remontent sous les dorsales. Ils descendent pas. C'est même Harry Hess lui-même qui fait l'hypothèse, avec sa théorie de l'expansion, que le fond océanique serait le dos des cellules de convection qui affleurent à la surface de la Terre. Cette fois, c'est en 1967 qu'on acte le moteur de cette tectonique comme étant la convection mantélique. Et un an plus tard, naît officiellement la théorie de la tectonique des plaques. Depuis, on a effectivement confirmé le rôle de ces dorsales, qui sont même la structure géologique qui évacue le plus rapidement la chaleur de l'intérieur de la Terre. Cette chaleur, qui s'exprime sous forme de volcanisme, est évacuée à 70% par les océans, très largement au niveau des dorsales, et à 30% par les plaques continentales, en appelant des zones de subduction. Car oui, les éruptions volcaniques sont une marque que notre planète se refroidit petit à petit. Voilà donc. Mais qui dit théorie récente dit que ça peut encore bouger. Jusqu'à récemment, c'était encore le modèle le plus communément admis par les scientifiques, celui des cellules de convection qui entraînent les plaques tectoniques en surface. Mais depuis, il est remis en cause. On se demande qui entraîne l'autre dans sa course. Et notamment, les chercheurs ont identifié 3 forces qui feraient bouger les plaques. D'abord, les dorsales d'un côté seraient surélevées et pousseraient le matériel à aller voir plus loin si j'y suis, avec l'aide de la gravité. Mais la plus grande force se joue au niveau des zones de subduction. La plaque lithosphérique qui plonge dans le manteau serait tellement lourde qu'elle finirait par entraîner tout le monde dans sa chute. C'est ce qu'on appelle le slab pull. Et d'ailleurs, ça explique que les plaques qui présentent des zones de subduction se déplacent beaucoup plus vite que celles qui n'en ont pas, jusqu'à 20 cm par an pour certaines. Et ça, c'est pas une erreur de calcul. Dernière force à l'œuvre, outre les forces de frottement entre les plaques qui peuvent les ralentir, c'est justement le manteau, enfin la sténosphère. Peut-être que par endroits, la convection du manteau entraînerait effectivement les plaques au-dessus, si tant est que la plaque alla moins vite que le manteau au départ, parce que sinon il va la freiner. Peut-être aussi qu'il y a un peu de tout ça, mais en tout cas vous voyez que c'est plus compliqué que la sténosphère entraîne la lithosphère et c'est marre. C'est encore un champ d'études ouvert actuellement. Et c'est pas la seule question sans réponse. Par exemple, on sait pas comment se forme une zone de subduction. Pour les dorsales, on a beaucoup de chance, on peut observer sur Terre actuellement différents stades de leur création. Mais pour les zones de subduction, l'équivalent n'existe pas. On n'en a aucune idée. Par exemple, un beau jour, on pense que l'Atlantique va bien finir par se refermer. C'est même imminent parce qu'en fait, il a 200 millions d'années à ses bords et on pense que c'est justement à cet âge-là que la lithosphère devient tellement dense qu'elle commence à s'enfoncer toute seule dans le manteau. Mais comment cette subduction va se mettre en place en pratique? On sait pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, on estime que nos continents sont les plus éloignés possibles. Il y a 350 à 200 millions d'années, ils étaient tous collés pour former la Pangée, et dans autant d'années, ils devraient à nouveau former un supercontinent. C'est ce qu'on appelle un cycle de Wilson, encore lui. Alors, pourquoi les continents se rassemblent et se séparent de façon périodique, me demandez-vous? Eh bien, tout simplement à cause du manteau, semble-t-il. Quand les continents ne forment qu'une unique masse, la chaleur mantélique sous elle s'accumule, jusqu'à trouver un moyen de sortir en créant des dorsales qui vont du coup scinder notre Pangée, qui se séparent avant de se rassembler de nouveau dans une nouvelle configuration. Et de la même manière qu'avant la Pangée, il y en a eu d'autres. Pour le prochain supercontinent, on sait pas très bien encore, c'est comme la météo, on n'est jamais sûr de nos prédictions, mais là, à ces échelles de temps, c'est encore plus incertain. Essayez de prédire le temps qui fera le 25 août 3940. Pour l'instant, les hypothèses proposées sont celles de la Pangea Proxima, de l'Orica, de Novo Pangea ou de l'Amazie. Votez pour envoyer votre préféré en finale. T'es sûr que t'en as mis assez? Et en parlant de science chaude près de chez vous, repartons avec Paul pour voir s'il reste des choses à découvrir sur ce gros tas de cailloux, pourtant pas très discret et déjà très étudié, que sont les Pyrénées. Du coup, les Pyrénées, c'est encore un gros objet de recherche. Est-ce qu'il y a des questions qui sont encore pas répondues?
Alors, il y aura toujours des questions qui ne seront pas répondues. On va dire que ces dernières années, on a beaucoup réfléchi donc justement à cette phase extensive des Pyrénées. Déjà, quelle était l'origine des différents mécanismes d'ouverture, par exemple, quel a été son rôle, quel a été l'impact donc sur l'histoire future des Pyrénées. Donc, c'est dans ce cadre-là que, par exemple, ma thèse a pu avoir lieu. Une des questions fondamentales qu'on s'est beaucoup posées, et il y a toujours quelques débats qui peuvent exister, c'est sur les mécanismes effectivement d'extension entre donc l'Europe au nord et l'Ibérie au sud. Donc, il faut savoir que l'Ibérie, avant sa position actuelle, donc collée donc à l'Europe, eh bien en fait, si on reconstruit l'histoire, on va refermer l'océan Atlantique et on va la repositionner proche du continent nord-américain. Ok. Là, tu remontes le temps. Là, je remonte le temps. Okay. Si on veut la ramener aujourd'hui en face de l'Europe, il faut un déplacement d'environ 400 km. Donc un coulissage d'environ 400 km le long d'une structure qui était définie comme la faille nord-pyrénéenne. La faille nord-pyrénéenne, c'est une grande structure qui est considérée comme la limite de plaque entre l'Europe et puis l'Ibérie, et elle passe pas très loin d'ici. On peut la suivre sur toutes les Pyrénées. Une des questions, c'est est-ce que ces 400 km-là, ils sont accommodés uniquement le long de cette structure, ou est-ce que c'est réparti, on va dire, dans une zone qui serait plus large. Et toi, du coup, tu as fait tes travaux de postdoc sur cette question-là? C'est pas un travail facile, donc j'arrive à un modèle parmi d'autres qui propose que justement la déformation n'est pas uniquement le long de cette faille nord-pyrénéenne, mais elle est distribuée dans une zone plus large qui inclut une partie du domaine nord-ibérique et qui ensuite est aussi distribuée dans la partie qu'on a donc plus au nord, sud-Aquitaine. Ok, donc c'est pas une seule grosse faille qui aurait joué, mais plein de petites. En tout cas, c'est ce que moi je raconte. Oui, c'est ton hypothèse. Ok. Ça marche, merci. On va voir le caillou de plus près? Allons-y. Allons-y. Et si on affine encore nos connaissances sur différentes régions du globe, c'est valable aussi sur la théorie elle-même. Il reste plein de questions en suspens. Quand est apparue la tectonique des plaques? Est-ce qu'elle a toujours fonctionné de la même manière? Est-ce qu'elle est vraiment apparue un jour, ou est-ce que c'est simplement une évolution normale de la boule de magma qu'était la Terre dans sa petite enfance? Quel secret nous cache-t-elle encore? Le truc, c'est qu'il faut courir plus vite qu'elle si on veut espérer l'étudier, vu qu'elle efface ses propres traces, tel un utilisateur avisé de CyberGhost VPN. Prenez l'océan Pacifique. Il y a tellement de zones de subduction là-bas que toutes les roches finissent très vite recyclées dans les entrailles de la Terre. Et avec elles, on perd les précieuses pages du livre d'histoire que s'arrachent tous les géologues. Alors, ils se débrouillent pour trouver des infos, par exemple dans des roches coincées près des marges, mais forcément, ça leur facilite pas la tâche. On se demande aussi si la tectonique aurait pas joué un rôle dans le maintien de la vie sur Terre. En recyclant l'eau et surtout le carbone, via la subduction et le volcanisme, la tectonique régule le climat et évite que le carbone s'accumule en surface. Ce recyclage prolonge les conditions habitables sur le long terme. Autre grande question, y a-t-il un équivalent ailleurs dans l'univers ? À ce jour, notre planète est la seule sur laquelle on connaisse une tectonique des plaques, pour sûr. Faut dire que c'est pas évident à repérer déjà chez nous, alors imaginez à distance. Mais bon, en cherchant la présence d'analogues ailleurs dans l'univers, par exemple sur d'éventuelles exoplanètes habitables ou plus près de nous sur Mars, les scientifiques en sont venus à préciser les critères de son existence ici même. Parmi eux, la présence d'eau liquide, qui facilite le mouvement des plaques, une température de surface modérée, pour garder des plaques rigides, une taille suffisante de la planète, et une structure particulière avec asténosphère ductile et la capacité des roches à se fracturer et former des zones de faiblesse durable. Ouf, gros morceau. Voilà donc l'histoire de la théorie de la tectonique des plaques, une révolution scientifique dont la graine a été plantée il y a un peu plus d'un siècle et qui s'est emballée à partir des années 60. Finalement, elle est à l'image de son précurseur Wegener, touche à tout, puisqu'elle regroupe aujourd'hui aussi bien la géologie structurale, comme on a vu avec Paul, que la géodynamique, la géophysique, le paléomagnétisme. En tout cas, cette histoire illustre bien que l'évolution des idées en sciences n'est pas continue. Elle fonctionne par sauts, on passe d'un paradigme à l'autre, d'une pomme fripée à un tapis roulant. Aujourd'hui, cette théorie est même devenue le cadre unificateur des sciences de la Terre. Pour paraphraser Dobzhansky, qui disait que la biologie n'a de science qu'à la lumière de l'évolution, je me risquerais à avancer que la géologie n'a de sens qu'à la lumière de la tectonique des plaques. Attends. T'es vraiment impatient de lécher le caillou, hein, vraiment. On va voir ça de plus près. Allez, allons-y. En route. Sortez du champ pour la mise en scène. Ah ouais. Ah, je vois rien. Bon, ça suffit, c'est gênant. Et pardon. C'est parfait, elle est bonne. Regarde-le là. Et n'oubliez pas d'aller zioter notre partenaire CyberGhost VPN pour protéger votre vie privée et débloquer des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien en description pour profiter de 4 mois offerts. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.